qui m'a étonné, c'est que c'est son médecin traitant qui a téléphoné, qui a constaté le décès, et qui lui m'a dit, pouvez-vous passer d'urgence, parce qu'on voudrait bien que le corps soit parti avant l'arrivée de la famille. Cela me paraissait déjà un peu spécial. Bonsoir. Meurtre chez les Simenon, ce pourrait être le titre d'un Maigret inédit, sauf que cette histoire-là est bien réelle. Elle s'est déroulée au mois de juin 2000 en Belgique, dans la famille de Georges Simenon. Sa petite nièce, Geneviève Simenon, médecin réputé ayant pignon sur rue à Bruxelles, va se retrouver accusée d'un crime qui n'aurait pas déplu à son grand-oncle, un meurtre sans témoin et sans bruit commis dans le huis clos d'une chambre à coucher. Un forfait qui n'aurait jamais été découvert et serait passé pour une mort naturelle, sans un détail qui allait éveiller la curiosité de la police, une suspicion qui allait tout changer. L'enquête va alors passionner la Belgique tout entière, révéler les dessous d'une sombre histoire familiale faite de violence, de crainte et de ressentiment, le seul nom de Simenon réussissant à capter l'attention et à susciter toutes les interrogations. C'est cette histoire romanesque mais vraie que nous allons raconter ce soir. Comment une Simenon s'est-elle retrouvée sur le banc des accusés? Comment s'est-elle changée en actrice principale d'une ténébreuse affaire? Nous allons essayer de le savoir ce soir avec nos invités. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, le mystère Simenon, une affaire qui va bientôt défrayer la chronique judiciaire, même s'il s'agit pour l'instant d'un malheureux accident domestique survenu à l'été 2000 dans une maison d'une commune limitrophe de Bruxelles, en Belgique. Ce mercredi 28 juin 2000, vers 9h du matin, les pompes funèbres Goossens sont appelées pour la levée d'un corps dans une maison, avenue de la Basilique, à Berchem-Sainte-Agathe, un faubourg aisé et tranquille de la capitale belge. C'est un médecin, le docteur Edouard Adriaansen, qui a contacté la maison Goossens. Il a précisé que l'incinération devait se faire le plus vite possible, un souhait de la famille. Le défunt est un homme de 54 ans. Les pompes funèbres se présentent à l'adresse indiquée, une maison confortable et cossue du centre-ville. Les employés sont accueillis sur place par la compagne du défunt, Geneviève Simenon, 40 ans, rhumatologue estimée et petite nièce du grand écrivain Georges Simenon. La demeure est plongée dans une semi-pénombre. Le corps est à l'étage. Les employés notent que le cadavre porte beaucoup de traces de sang. Un linge blanc qui entoure la tête est également maculé de sang. On leur explique alors que le défunt a fait une lourde chute après avoir été foudroyé par une crise cardiaque. Il a violemment heurté le sol. Absolument rien de suspect dans cette histoire, d'autant plus que le permis d'inhumer signé du docteur Adriaansen est parfaitement en règle. Il indique que le décès a été causé par un infarctus massif avec insuffisance coronaire. Le corps pris en charge est celui de Georges Timperman. Il vivait avec Geneviève Simenon depuis un peu plus de 5 ans. Une famille recomposée. Geneviève était séparée de son premier mari architecte et avait déjà 3 filles, Sandrine, Charlotte, Constance, quand elle avait rencontré celui qu'elle a toujours surnommé Jojo. 15 ans de plus qu'elle, une 4e fille, baptisée Georgia, naîtra en 1995. Un couple qui n'a jamais fait parler de lui. Geneviève Simenon, médecin rhumatologue, gagne confortablement sa vie. Georges Timperman, lui, ne semble pas avoir d'occupation fixe. Il connaît depuis longtemps des problèmes de santé. Au siège des pompes funèbres, c'est Freddy Hulsmans qui se charge de la toilette du défunt. Cet ancien policier municipal a souvent eu affaire à des accidentés de toutes sortes. Mais là, en examinant ce corps, il a des doutes. Il y a décidément trop de contusions. Une blessure au-dessus de l'œil droit, une autre au front. L'oreille droite a été coupée en 2. La gauche est comme écrasée. Décidément beaucoup de dégâts pour une simple chute. L'ancien flic trouve tout cela pour le moins étrange. Et on va voir justement ce que va décider de faire le dénommé Freddy Hulsmans, l'employé des pompes funèbres, mais ce sera dans le chapitre suivant. Tout de suite, je voudrais qu'on revienne sur ce mercredi 28 juin. Avec vous, Jean-Pierre de Starck, bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes chroniqueur judiciaire dans cette très belle ville de Bruxelles et vous êtes dans les studios de nos amis de Bell RTL que l'on salue chaleureusement ce soir. Jean-Pierre de Starck, cette scène de crime que j'ai rapidement décrite, elle est d'une grande banalité finalement parce qu'on croit que ça a tout d'un accident cette histoire. En tous les cas, ce n'est pas le constat de l'employé des pompes funèbres. C'est vrai. Et, comme vous l'avez dit, c'est un ancien policier et qui, pour le moins, tique quand il voit le certificat d'inhumé qui indique un infarctus massif et quand il constate que la tête est entourée de bandages et qu'il y a du sang. Et comme vous l'avez répété, il y a une oreille qui est complètement éclatée. On a projeté les photos lors du procès et on a du mal à imaginer qu'on puisse diagnostiquer un infarctus massif sur base de ces éléments. Alors tout à fait, effectivement, ça c'est l'étonnement de cet employé des pompes funèbres et on verra d'ailleurs, Jean-Pierre de Starck, on ne va pas se précipiter, on va voir ce qu'il va faire de ces informations. Ce qu'on peut dire, c'est que là ça passe pas parce que l'employé des pompes funèbres est un ancien policier municipal, comme vous l'avez dit. Sinon, il y a toutes les chances que finalement ce corps, il parte tout simplement pour être incinéré et rapidement. Oui. C'est donc le docteur Adrian Sen, qui a été un amant de Geneviève Simenon, qui a délivré ce certificat et qui a pris contact avec l'entreprise de pompes funèbres et qui a dit qu'il était urgent de procéder à l'incinération. Mmh. Et ça, c'est tout de même déjà incroyable parce que Geneviève Simenon ne peut pas ignorer que son compagnon a 2 fils, qu'il a de la famille et personne n'est informé de rien. Le corps est transféré à l'entreprise de pompes funèbres et tout est prêt pour l'incinération. Et c'est au dernier moment que cet ancien policier intervient. Tout à fait, il va y avoir le déclic et il va dire ça va pas se passer comme ça, il faut vraiment faire quelque chose. Bonsoir maître Marc Premont. Bonsoir. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Geneviève Simenon et vous êtes ce soir en direct depuis la Belgique. Alors oui. Geneviève Simenon porte, on peut le dire, un nom des plus célèbres. Est-ce que vous pouvez nous dire, maître Marc Premont, qui est-elle cette femme ? Alors c'est une femme qui vit à l'époque, je vais dire, très paisiblement. Elle travaille beaucoup comme médecin, elle a beaucoup de succès, elle a une patientèle très importante. C'est quelqu'un qui est assez jovial, qui fait du sport et qui vit avec Monsieur Temperman sans, comme vous l'avez évoqué, sans grands incidents. Une vie plutôt paisible, une femme extrêmement appréciée de son entourage, de ses patients, de ses confrères. Voilà, une existence apparemment paisible, sauf que au sein du couple, les choses n'étaient pas aussi paisibles que cela, en ce sens que elle vivait mal le fait d'être constamment rabroué, humilié, maltraité, pas tellement physiquement encore que de temps en temps, il y avait des petits coups de pied en dessous de la table, etc. Mais c'était surtout ce qu'on qualifie maintenant, mais il y a 20 ans de ça, on n'en parlait pas. Mais c'était du harcèlement. C'était moral. Oui, tout à fait. C'était du harcèlement, maître Marc Premont. Évidemment, on va détailler, parce que ça va être un déclic dans cette histoire, on va détailler tout ça. Simplement, vous nous avez parlé de sa clientèle. C'est une femme très appréciée, etc., de ses patients. Elle a pignon sur rue, Geneviève Absolument, Simenon. elle travaille, elle a une
Elle a une patientèle privée. Elle travaille aussi en milieu hospitalier dans un hôpital très important. Et vous disiez apprécier de ces patients. Ben oui, au procès, nous avions 1200 lettres de patients qui soutenaient Geneviève Simenon dans l'épreuve de ce procès. Alors ça, je peux vous dire que c'est rarissime, parce qu'il y a toujours une enquête de moralité concernant l'accusé, mais 1200 lettres, c'était impressionnant, de gens qui unanimement disaient ce n'est pas possible, c'est une femme très bien, elle n'a pas pu faire ça, et si elle l'a fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. L'employé des pompes funèbres estime que cet accident n'en est pas un et que la crise cardiaque de George Temperman est peut-être imaginaire. Il ne va pas en rester là. Pour en avoir le cœur net, il va alerter les autorités. Freddy Hulsmans fait confiance à son flair d'ancien flic. Il a passé 16 ans dans les rangs de la police municipale bruxelloise avant de devenir croque-mort. Selon lui, les blessures constatées sur le corps du défunt ne correspondent pas à une chute. Il décide donc de retarder l'incinération et téléphone au légiste de la commune de Berchem-Sainte-Agathe. Ce dernier est également surpris par les blessures multiples sur le visage de ce George Temperman. Le commissariat est alerté. 2 inspecteurs se rendent à la maison de l'avenue de la Basilique. Geneviève Simenon les reçoit poliment. Elle ne marque aucun signe d'étonnement ou d'inquiétude. Elle explique que son compagnon était malade et ne sortait plus beaucoup. Il était alité la plupart du temps. Elle l'a retrouvé mort dans sa chambre après qu'il ait heurté le sol suite à une crise cardiaque. Les inspecteurs scrutent les lieux et remarquent des éclaboussures de sang au-dessus du lit et jusqu'au plafond. Une vision qui a tout d'une scène de crime. Geneviève Simenon est placée en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire bruxelloise. Elle s'en tient à la thèse de l'accident. Elle veut pour preuve le certificat de décès et le permis d'inhumer délivré par le docteur Adrian Sens, un praticien qu'elle connaît depuis longtemps. Ils étaient ensemble sur les bancs de la fac de médecine. Elle l'a appelé après avoir trouvé Jojo, comme elle l'appelle son compagnon, baignant dans son sang. Les policiers ne croient pas à ce scénario et mettent la pression sur la rhumatologue. Pendant 24 heures, elle fluctue dans ses explications. Elle indique même que l'un de ses anciens patients qu'elle avait pris comme amant pourrait être l'auteur de ce crime. Geneviève Simenon est présentée à la juge d'instruction Cécile Hayez. 6 heures d'interrogatoire, elle finit par craquer. Elle décrit alors la vie chaotique qu'elle menait avec Jojo, un homme névrosé et hypocondriaque qui était de plus en plus violent, insultant, imprévisible, dit-elle. Temperman détestait ainsi ses 3 premières filles, en particulier l'aînée, Sandrine. Il lui arrivait de les battre, il était humiliant. La rhumatologue explique que le mardi 27 juin, vers 16h50, une intense dispute a éclaté dans la chambre conjugale. Temperman l'a saisie à la gorge. Elle a alors empoigné un maillet qui se trouvait dans une boîte à outils utilisée par son compagnon pour réparer un store chinois et a frappé sans réfléchir. L'autopsie dénombre 18 coups portés sur le crâne. Elle a ensuite refermé la porte derrière elle. Le médecin ne sera appelé que le lendemain matin. Maître Marc Premont, vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Geneviève Simenon et vous êtes au téléphone avec nous depuis la Belgique. Oui. Je viens de résumer les aveux de Geneviève Simenon après beaucoup d'hésitation et quelques heures de dénégation. Est-ce que vous pouvez nous dire, maître, que dit-elle plus précisément sur son passage à l'acte ? Il y a un déclic, c'est une énième humiliation qu'elle a subie de son compagnon, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors, je ne me souviens plus, 20 ans après, des détails précis, mais effectivement, il y avait une accumulation de comportements de la part de son compagnon qui devenait de plus en plus pénible. Et là, dit-elle, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a une dispute, il s'en prend à elle, il lui dit pour la énième fois des tas de choses désagréables et elle explose littéralement
puisque comme vous venez de le rappeler, elle va le frapper de... Moi j'avais retenu 17, c'était peut-être 18 l'autopsie. 18 coups de maillet, c'est évidemment impressionnant et ça montrait une rage absolument extraordinaire. Elle a véritablement explosé, elle qui était, comme je le disais, habituellement souriante, agréable, réputée comme étant une femme plutôt douce, prévenante. Et calme. C'est une femme calme et attentive à ce qui se dit autour. Elle écoute les gens. Elle est à l'écoute des gens. Et ça, les patients la décriront très bien là-dessus. Maître Premont, encore un mot quand même, parce que c'est une question qui va se poser et qui se posera encore longtemps au procès et même après le procès. C'est l'histoire de la préméditation. Je n'en ai pas parlé dans le récit, mais on sait qu'elle a fait des piqûres de Valium à son compagnon parce qu'il suivait un traitement et a priori ce jour-là elle a fait des piqûres de Valium qui étaient sans doute un peu plus dosées de manière massive et on a dit voilà, elle a préparé la personne à mourir pour l'endormir et ensuite sans doute le massacrer. Que penser de ce scénario? Alors, c'est quelque chose qui a été soutenu et particulièrement par les parties civiles, donc par les fils de M. Temperman, qui ont tenté devant la cour d'assises de faire admettre la préméditation. Et ça a fait l'objet d'un débat assez sérieux. Alors, en ce qui la concerne, elle a toujours contesté cette préméditation. Elle a expliqué qu'effectivement, elle administrait des médicaments et notamment par piqûre à son compagnon qui souffrait de toute une série de maux, qui se plaignait beaucoup et pour le soulager régulièrement, elle lui administrait des calmants. Mais en tout cas, là, elle dit, moi, je n'ai pas du tout préparé ce meurtre, si je puis dire. Il n'y avait rien de préparé, c'est un coup de folie. Jean-Pierre de Starck, vous êtes également en ligne depuis les studios de Bel RTL à Bruxelles, chroniqueur judiciaire. Alors, on ne peut pas dire qu'elle s'affole vraiment. Tout de même, Geneviève Simenon, après avoir commis ce forfait, le corps va rester là toute la nuit et c'est qu'au petit matin, le lendemain suivant, qu'elle va commencer à essayer de faire le tour de plusieurs médecins pour avoir ce fameux certificat d'inhumé. Oui, elle appelle d'abord un premier médecin qui est en fait un collègue de travail. Et elle va expliquer la situation et le collègue va refuser d'entrer dans le jeu. Et puis, se souvenant d'Edouard Adriaansens, elle téléphone à son ancien mari pour trouver les coordonnées d'Edouard Adriaansens. Et Edouard Adriaansens arrive et, comme on l'a dit suffisamment, signe le certificat d'inhumé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas seulement du Valium qu'elle a injecté à Monsieur Temperman. C'est un véritable poison, en tous les cas dans les doses qui ont été injectées. C'est des ampoules de l'anoxin et en plus, elle a essayé de l'étrangler. Ah bon, oui d'accord, ok. Ça a été constaté par les légistes. Oui, les manœuvres de strangulation ont occasionné la fracture de 2 cornes thyroïdiennes. Et donc, le débat sur la préméditation, à mon avis, aurait dû être plus amplement débattu. Et on va y revenir d'ailleurs, Jean-Pierre de Starck, sur ce débat, parce qu'effectivement, qui a fait beaucoup parler, et comme nous le disait Maître Premont il y a un moment. Donc, elle va joindre finalement ces médecins. Il y a aussi un point, Jean-Pierre de Starck, qu'il faut bien préciser, c'est que la scène de crime a été nettoyée. Mal nettoyée, mais qu'elle a été nettoyée. Lessivée, les sols. Oui, c'est le temps qu'elle s'est donné après le crime jusqu'au lendemain matin. Elle a changé les draps, elle a nettoyé partout où elle pouvait, elle a déshabillé entièrement la victime, a lavé les vêtements et l'a rhabillée pour remettre Monsieur Temperman dans le lit. Et donc, elle a fait un maximum, mais
par les temps qui courent, c'était insuffisant, et là, manifestement, c'était très insuffisant. Après ses aveux, Geneviève Simenon est incarcérée au pénitencier des femmes de Bruxelles. Tout comme l'ami médecin suspecté à ce moment-là d'avoir commis un faux, la compagne de George Templeman ne pourra pas éviter le procès aux assises. Le lundi 27 mai 2002, Geneviève Simenon, 42 ans, cheveux auburn impeccablement coiffés, tailleur beige, foulard de mousseline pastel, décline son état civil devant les juges, les jurés, les avocats et le public de la cour d'assises. Difficile d'imaginer à travers cette femme à la voix douce, mère de 4 filles, championne d'aviron, golfeuse et musicienne, une meurtrière à la Simenon, le nom qu'elle porte. Se serait-elle inspirée d'un roman de son grand-oncle, Lettre à mon juge, pour commettre ce crime? Dans ce livre, un médecin renommé assassine sa maîtresse et en donne les raisons. Pas sûr, Geneviève Simenon ne tire aucune gloire du nom qu'elle porte. Elle décrit son grand-père, Christian Simenon, frère de Georges, comme un sympathisant hitlérien pendant la guerre. Quant à l'écrivain, il a toujours refusé de la voir, indiquant qu'elle appartenait à la branche maudite de la famille. La juge, Cécile Hayez, et une douzaine de policiers sont appelés à témoigner. Ils décrivent une cellule familiale pétrie de mésentente et de colère, une absence de chaleur. George Temperman, la victime, est présenté comme un homme beau, grand et fort, mais se révélant dans l'intimité comme une personnalité à l'esprit rigide, ne supportant pas l'insolence des enfants. Geneviève Simenon raconte ce qu'elle qualifie d'humiliation quotidienne depuis de longs mois et sans interruption. Il me disait, t'es grosse, t'es moche, t'es pas capable de te fringuer, t'es comme ta mère, t'es une fille de nazis et de fascistes. Geneviève Simenon explique que Jojo était d'une agressivité outrancière avec ses 3 premières filles. Elle avoue qu'elle fuyait son ménage et se réfugiait dans le travail, son cabinet de médecin rhumatologue, ne dormant que 3 ou 4 heures par nuit. Elle avait un amant. George Temperman avait également 2 maîtresses. Geneviève était à bout et a fini par craquer. Le docteur Edward Adriansens, entendu comme témoin par la cour, dément tout plan machiavélique. Il ne voyait plus Geneviève depuis longtemps. Leur liaison était du passé. Il déclare avoir examiné le corps dans la pénombre de la chambre. J'ai soulevé le pansement et j'ai vu une trace de coup. Elle m'a expliqué qu'il s'était blessé en tombant. Je n'ai pas pensé à l'impensable, raconte le médecin. Jean-Pierre de Sterck, chroniqueur judiciaire et en direct depuis Bruxelles ce soir, depuis les studios de Bel RTL. C'est un procès, le procès Geneviève Simenon, je suppose, avec un nom pareil, qui est attendu par toute la Belgique et peut-être même au-delà. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, ce procès a été peu suivi. Comme d'habitude, pendant les premiers jours, il y a une dizaine, une vingtaine de journalistes. Et puis, pour le suivi quotidien, les rangs sont déserts. Et on attend alors, pour le verdict, il y a quelques journalistes en plus qui s'ajoutent. Mais fondamentalement, je ne dirais pas que la Belgique était suspendue à ce procès. À l'issue de ce procès, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce qu'avec, encore une fois, avec le nom de Simenon, ça donne beaucoup d'éclat à cette histoire. Hein. Donc, il faut pas se voiler la face. Et quelle est l'ambiance qui règne dans ce procès, Jean-Pierre de Sterck? Quel souvenir en avez-vous? C'est-à-dire, l'ambiance était très sereine. Cependant, j'ai appris d'une source de première main qu'avant le procès, un pacte secret avait été conclu entre la défense et le parquet général. Un pacte de non-agression, c'est ça? Non. Un pacte, pour pouvoir vous en dire plus, il faut que je vous dise d'abord qu'un assassinat est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Et en Belgique, s'il y a provocation, si la victime a provoqué l'accusé, le maximum de la peine est de 5 ans. Et le pacte secret
qui a été conclu avant procès entre la défense et le parquet général était de dire le parquet général ne requérera pas la préméditation et en échange, la défense ne plaide pas la provocation. Alors là, allez-y. Et pourtant, effectivement, le procureur général ne requérera pas la préméditation, alors que dans le dossier, il y a beaucoup d'éléments qui plaident dans ce sens. Et par contre, la défense ne va pas respecter le pacte et va plaider la provocation et l'obtenir. Alors ça, on va pas faire de débat ce soir, c'est pas le but de l'heure du crime, mais je voudrais qu'on entende quand même maître Marc Premont, qui est en ligne également depuis la Belgique. Vous êtes l'avocat de Geneviève Simenon. Je pense que vous n'avez pas du tout la même vision des choses que celle de Jean-Pierre de Stark. Vous défendiez, vous, à ce moment-là, Geneviève Simenon. Je vous repose la question. Quel souvenir avez-vous déjà de ce procès, de l'ambiance qui y régnait ? Mais écoutez, je suis d'accord avec la première partie de ce qu'a dit Jean-Pierre de Stark, à savoir que, contrairement à ce que vous évoquiez, ce procès n'a pas du tout remué toute la Belgique, soulevé beaucoup d'émotions. Ce procès s'est déroulé tout à fait sereinement, il n'y avait pas grand monde, et le souvenir que j'ai, c'est que ce qui préoccupait plus les gens, et notamment les journalistes, c'était de savoir si réellement il y avait eu dans la famille de l'écrivain Simenon des questions de collaboration avec les Allemands, etc. C'était ça qu'on voulait me demander. Oui, on s'éloignait un petit peu du débat, si je puis dire. Hein. On s'éloignait du débat. Juste un point, maître Premont, mais très court, sur ce que disait Jean-Pierre de Stark. Il y avait un accord finalement, une espèce de pacte. Alors là, écoutez, je vous suis reconnaissant de m'avoir invité à cette émission, parce que les bras m'en tombent. C'est la première fois de ma vie. Mais voyez, tout arrive. J'entends ça. Mais absolument. Donc, 20 ans plus tard, j'apprends un truc, mais absolument invraisemblable. Je n'ai jamais entendu parler de ce pacte. Eh bien, vous en parlerez peut-être en hors antenne avec Jean-Pierre de Stark. Après une semaine d'audience, mardi 4 juin 2002, Geneviève Simenon est reconnue coupable de meurtre, mais avec circonstances atténuantes. Les jurés écartent la préméditation, 5 ans de prison avec sursis. L'accusé ne retournera pas en détention. Le soir même de sa condamnation à 5 ans avec sursis, Geneviève Simenon a quitté la prison pour femmes de Berkendel. La famille de la victime, Georges Timperman, a du mal à accepter le verdict de la cour d'assises de Bruxelles, trop clément à ses yeux. Ses proches accusent la rhumatologue d'assassinat. Ils indiquent que celle-ci injectait à son compagnon des doses de médicaments non thérapeutiques et pour certaines toxiques, selon les experts. Le but était bel et bien de tuer Georges Timperman et de l'endormir à tout jamais. Opération qui aurait échoué et se serait terminée avec cette série de coups portés sur un homme chancelant. Thèse non retenue par les juges. 4 mois après le verdict, le pourvoi de la partie civile est rejeté. Geneviève Simenon ne sera pas rejugée. Le 16 septembre 2005, la Cour d'appel de Bruxelles examine les accusations de faux concernant le docteur Eduard Adriaansens. En première instance, il avait écopé de 8 mois de prison. Ultime occasion pour la famille de Georges Timperman de présenter l'affaire comme un pacte diabolique entre Geneviève Simenon et son ex-amant. L'avocat de la partie civile, maître Réginald de Bécaud, s'exclame ainsi « Le crime a failli être parfait. Simenon a tout fait pour maquiller le meurtre. Et c'est Adriaansens qui s'est chargé de la suite en appelant les pompes funèbres pour que tout aille vite. La Cour considère toutefois que le médecin n'a pas rédigé de faux. Il est acquitté, épilogue d'une affaire qui n'aura cessé de diviser le royaume de Belgique. Jean-Pierre de Stark, chroniqueur judiciaire et en ligne ce soir dans l'heure du crime. C'est vrai qu'en Belgique, il y avait, et peut-être toujours aujourd'hui, les pour et les contre, ceux qui croyaient à la préméditation et à l'assassinat, et puis les autres qui pensaient que c'était un coup de folie. Ce que vous dites signifierait que le procès a été fort médiatisé
et qu'il était suivi par tous les Belges comme des matchs de football. C'était pas du tout le cas, ça passait discrètement. Et sur les médias audiovisuels, il y avait infiniment peu de temps qui était consacré. Donc on se battait pas. D'accord. Mais ce que je tiens à dire à propos de l'acquittement du docteur Adriaan Sens, c'est que en 38 ans de chronique judiciaire, je n'ai jamais vu le parquet général ordonner des devoirs complémentaires. Parce que, effectivement, en première instance, Édouard Adriaan Sens a été condamné à 8 mois de prison ferme. Il n'avait plus droit au sursis parce qu'il avait été condamné à 4 ans de prison ferme pour des escroqueries dans le secteur médical. Et ce qui m'avait déjà sidéré lors du procès, c'est que quand il a témoigné, il avait récupéré le droit d'exercer la médecine. Et quand l'affaire vient devant la cour d'appel, la procureure générale demande des devoirs complémentaires pour pouvoir examiner la pièce où s'est déroulé le crime et examiner la question de savoir si il y avait suffisamment d'éclairage, suffisamment de lumière, si Monsieur Adriaan Sens a pu être en partie et eu la vue masquée et n'ait pas pu déterminer le doute. C'est ce qu'il disait, lui. Il dit, j'ai vu un corps dans la pénombre, j'ai sans doute pas tout vu. Encore un petit mot, Jean-Pierre de Starck. Je parlais de l'avocat de la partie civile qui disait que ça avait failli être le crime parfait. C'est exact? Vous adhérez à cette vision? Ben, ça a failli. Je dois dire que c'est cet ancien policier qui a, in extremis, sauvé la situation, que le corps était promis à l'incinération. Il était promis à l'incinération. On retrouve, pour la fin de cette heure du crime, maître Marc Premont, avocat de Geneviève Simenon. Qu'est-ce qu'elle devient, Geneviève Simenon, aujourd'hui? Je crois qu'elle continue à travailler, hein, elle a repris son cabinet. Alors oui, elle a repris son activité médicale. Moi, je vous avoue que je n'ai plus de contact avec elle parce que, bon, il y a 20 ans qui se sont passés. Bien sûr. Mais je pense qu'elle vit sa vie tout à fait normalement. Je sais qu'elle pratique encore le sport de l'aviron parce que le hasard fait que il y a quelques mois, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire m'a dit tiens, j'ai rencontré Madame Simenon et c'était dans le contexte de la pratique de l'aviron. Et je lui ai dit, si vous la revoyez, c'est plus mon bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Il y a 20 ans, moi, c'est un dossier terminé, mais je pense qu'elle vit sa vie professionnelle et familiale normalement. La page est tournée, Maître Premont. Juste un tout dernier mot, et après l'émission s'arrête, mais un tout dernier mot. Est-ce que la famille de Georges Simenon s'est intéressée à ce procès? Est-ce qu'elle était présente ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, maître Marc Premont et Jean-Pierre de Starck d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec un meurtre chez les Simenon, un scénario qui n'aurait pas déplu sûrement à Georges Simenon. La justice a tranché, le dossier est bouclé. Merci beaucoup à Justine Vignot, à Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.